Bonjour à tous. Donc on est à Sonitech, première conf du vendredi, et on va parler de cryptographie post-quantique et en quoi c'est les fondamentaux du numérique de demain. Si vous n'êtes pas venu pour cette conf, il est toujours temps de sortir, hein. Chef en régie, est-ce qu'on peut avoir les slides? Merci. Top. Voilà, donc bon, vous inquiétez pas, j'essaye d'adapter la conférence pour deux types de publics, c'est-à-dire que ça peut être une vulgarisation, si vous y connaissez rien, j'espère que vous allez quand même pouvoir suivre et comprendre deux, trois petites choses. Et s'il y a des aficionados de la crypto, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent vraiment des protocoles de crypto et qui regardent comment c'est fait dans la salle? À part Olivier et Duen, ok, ça va. Il y a des ressources aussi, et vous aurez les slides, vous pourrez creuser. Voilà. Donc, je vous propose qu'on démarre. Alors, en fait, pourquoi ce talk? Tout a commencé le 6 juillet 2022, en fait. Je suis Stéphane Bortsmeyer, en fait, qui est monsieur Internet français, tout simplement, qui a publié ce tweet et qui disait, bon, voilà, ça y est, le NIST, organisme de standardisation états-unien, a publié un nouveau standard pour la cryptographie post-quantique. C'est la fin de RSA. Il va falloir passer aux nouveaux algos. Et je vois ça, je dis, mais quoi? Comment? Quoi? RSA, pour moi, c'était le fondement, le truc que j'avais appris à l'école et que j'avais utilisé pendant 15 ans sans le manipuler directement. Je me dis, mais ça va changer, il faut absolument que je comprenne ce que c'est ce truc-là. Et donc, je m'appelle Willy Malvo, je suis consultant euh, spécialisé dans tout ce qui est cloud native et cybersécurité. Et en fait, moi, je fais de l'informatique par passion, mais ce qui m'a motivé au départ, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous raconter une petite anecdote, vous allez mieux comprendre. 2004, je fais mes études à Montpellier, justement. J'habite plus Montpellier maintenant, mais à l'époque j'y étais. J'ai ma première connexion Internet perso avec mon ordinateur. Je me connecte, j'installe MSN, je rentre le pseudo de mon pote Toto the Boss, c'était vraiment son pseudo. Euh, je chope un virus, mon ordinateur redémarre. Ça faisait 1 minute que j'étais connecté. Et là, je me dis non, c'est pas possible. Je veux pas subir ce truc-là, je dois comprendre comment ça fonctionne, je dois pouvoir m'en protéger. Et c'est en fait ça qui a animé ma passion pour les études en informatique et puis mon métier aujourd'hui. Et donc, quand j'ai vu cette annonce sur la cryptographie post-quantique, je me suis dit non. Alors déjà, je suis consultant en cybersécurité. Si mes clients me posent des questions, il faut que je sois capable de répondre. C'est un minimum. Et puis, merde, quoi, j'ai envie de comprendre ce truc-là. Et donc, j'ai passé 2 mois à peu près à lire des papiers scientifiques. Il y avait Mousse hier, pour ceux qui ont vu sa conférence, qui a eu un peu le même parcours en fait. Il disait, on lit des papiers en anglais, c'est compliqué. Alors j'ai eu la chance de faire un doctorat en informatique et d'en avoir lu beaucoup, donc ça m'a un peu, comment dire, je savais que j'étais capable de le faire. Donc c'est beaucoup de lecture, beaucoup de recherche, des concepts qui appellent d'autres concepts qu'on ne connaît pas, il faut aller lire des choses. Et donc j'ai passé beaucoup de temps et j'ai fini par me convaincre que j'avais compris l'essentiel de ce qu'est la cryptographie post-quantique et je me suis dit ce serait cool de faire une conf pour les restituer. Et donc c'est ce que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est la restitution du temps que j'ai passé pour comprendre ça. Alors, pour commencer, un petit rappel rapide sur qu'est-ce que c'est un cryptosystème à clé publique. Un cryptosystème à clé publique, c'est une fonction de génération de clés qui vous donne une clé privée et une clé publique associée. Petit élément de syntaxe, ici, la clé privée, on va appeler ça secret key, donc vous verrez SK dans les slides. Je l'utilise pas beaucoup, mais je préfère le préciser comme private key et public key, ça peut s'abrévier de la même façon. Donc un crypto-système à clé publique, ça nous fournit ces clés-là et ça nous fournit des primitives de chiffrement. Donc juste petit rappel, on dit chiffrement et chiffré en français. Tout simplement, en fait, vous voulez chiffrer un message, vous le passez à une fonction encrypt, parce que dans les standards, on utilise l'anglais, donc je vais vous donner les termes anglais. Message, clé privée, ça vous donne un chiffré. Et si vous voulez donc ce chiffré, vous pouvez l'envoyer sur Internet, donc le fameux Alice qui envoie ce chiffré sur un Internet non sûr à Bob. Et Bob, s'il a la clé publique d'Alice, en fait, avec la méthode decrypt, tout simplement, il peut prendre le chiffré, la clé publique, et ça lui donne le message déchiffré. Ça, en fait, ça nous fournit de la confidentialité. C'est ce qui permet à Alice d'envoyer sur un réseau non sûr, qui est typiquement Internet, un message à Bob, et d'avoir un certain niveau de garantie sur le fait que personne ne pourra consulter ce message pendant qu'il est en transit. Mais un cryptosystème à clé publique, ça nous fournit aussi, avec les mêmes clés,
le moyen d'avoir une signature numérique, une signature digitale. Il suffit de prendre le message, la clé privée, utiliser une fonction sign et ça vous donne en fait une signature. Cette signature, ensuite, on va être capable de la vérifier grâce à la clé publique et ça va vous donner en fait tout simplement un résultat qui vous dit bah oui, c'est bien la personne qui appartient à cette clé publique qui a signé ce document. Ça permet de faire de l'authentification. C'est ce qui vous permet notamment d'authentifier tous les paquets que vous installez avec vos package managers préférés, que ce soit des distributions Linux, NPM ou quoi que ce soit. Ça, c'est un cryptosystème à clé publique. Ça va à peu près? Personne n'est perdu? Très bien. Alors, pourquoi on utilise de la crypto? Alors déjà, je suis désolé, il faut que je m'excuse. En fait, je sais que c'est pas très lisible le violet sur noir. En fait, on m'a déjà fait la remarque. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de refaire les slides, mais je vais vous les lire. Promis, je ferai plus jamais ça. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'appelle Internet, je pense que vous connaissez tous. Je vais me permettre une grosse vulgarisation. Internet, grosso modo, ça fonctionne grâce à deux protocoles majeurs qui sont DNS et BGP. Donc DNS, c'est le protocole qui va vous permettre, quand vous rentrez un truc qui est un peu human-friendly, genre sunnytech.io, de le transformer dans une adresse IP. Si ça ne marche pas, vous ne pouvez pas aller sur le site de Sunnytech ou n'importe quel site. Et BGP, c'est ce qui regroupe en autorité administrative en fait, Internet. Et donc, ça dit pour une entité BGP, en fait, on a un certain range d'adresses IP. Ces trucs-là, si ça ne marche pas, en fait, ça veut dire que quand vous allez sur sunnytech.io, si un pirate réussit à détourner le protocole DNS ou BGP, l'un ou l'autre, ou les deux, en fait, il peut tout simplement vous faire croire que vous êtes sur le vrai site sunnytech.io, vous n'avez pas vraiment de moyen de vérifier que c'est le cas. Et typiquement, en fait, vous imaginez toutes les attaques qu'il peut y avoir. Hein. Par exemple, vous pouvez aller sur le site sunnytech.io et vous voyez programme d'une conférence, sauf que quelqu'un l'a remplacé, et vous vous retrouvez assister à une conférence de crypto post-quantique alors que vous voulez aller voir la conf sur le dernier framework JavaScript. Bon, et vous remplacez ça par le site de votre banque ou le site des impôts, ça peut avoir des conséquences un peu plus graves. Donc tout ça pour dire que ces protocoles-là, ils ont eu une évolution. Donc il y a la version DNSSEC et BGPSEC qui utilisent de la cryptographie à clé publique. Au-dessus de ça, en fait, dans notre ingénierie logicielle, et je pense que ça va parler à la plupart d'entre vous, on a tout un tas d'outils qui utilisent la cryptographie à clé publique. Il y a la stack SSL-TLS, donc le fameux HTTPS qu'on met partout. Bon, au passage, comme je fais un peu de sensibilisation, si vous avez encore des communications HTTP, posez-vous vraiment la question de les passer en HTTPS, même si c'est dans votre réseau privé Kubernetes, je sais, c'est pas facile, mais il faut le faire. Vraiment. Vous pouvez faire de l'authentification à multifacteur. Vous pouvez vous loguer en SSH sur vos machines. C'est aussi de la cryptographie à clé publique, hein, si jamais vous faites encore du SSH. Vous pouvez utiliser des PKI, des coffres-forts numériques, tout un tas d'outils qui vous permettent de développer de manière sécurisée vos applications web. Et au-dessus de ça, en fait, il y a même de l'utilisation de la cryptographie à clé publique pour des besoins métiers, comme la santé, comme des documents bancaires ou administratifs qu'on doit signer, ou tout simplement du média. Tout ça pour dire, en fait, que si la cryptographie à clé publique se casse la gueule, ce qui est la question dans la cryptographie post-quantique, on va avoir un gros problème, tout cela. Ici, c'est toute l'industrie du numérique, en fait, qui est en péril. Et donc, ce schéma, pour bien comprendre que la cryptographie à clé publique, c'est quand même un des piliers de l'informatique. Il y en a plein d'autres, mais c'est quelque chose auquel il faut faire un petit peu attention. Alors, tout va bien, il y a des gens très intelligents qui font ça pour nous, mais je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on implémente un cryptosystème à clé publique? Alors, le plus connu, en fait, c'est RSA. Donc ici, vous avez le fameux Rivest, Shamir et Adelman. Donc ces trois chercheurs qui ont donc donné leur nom, Rivest, Shamir, Adelman, qui a produit l'acronyme fameux RSA. Donc c'est une publication de 1978, qui ont fourni le premier cryptosystème, celui qui est standardisé et utilisé aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cryptosystème, il y a une implémentation informatique, mais il y a toujours une cryptanalyse derrière, une recherche mathématique et une preuve formelle qui démontre que ce système est sûr par rapport à des propriétés mathématiques. Je vous rassure, je vais vous épargner les détails mathématiques là-dessus aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas aujourd'hui, c'est que RSA est basé sur un principe mathématique, c'est la difficulté de factoriser des nombres premiers.
Vous allez voir après, je vais vous expliquer. Et ça, en fait, ça fournit un cryptosystème avec RSA qui permet de faire du chiffrement à base de clés publiques et de la signature numérique, donc ça remplit le contrat. Pour ceux qui connaissent un peu la crypto, en fait, on va faire un gros amalgame ici et aujourd'hui. Tout ce qui est DSA, ECDCA, c'est-à-dire les algorithmes de chiffrement à base de logarithmes discrets, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. De courbes elliptiques, en fait, tout ça, ça repose, on va dire, indirectement sur le même principe que RSA, donc la factorisation des nombres premiers. Et donc, ce qu'il faut voir dans le contexte de cette conférence, c'est que c'est aussi sensible aux attaques par l'algorithme de Shor que nous allons découvrir tout à l'heure. Voilà. Alors, rapidement, c'est quoi la factorisation de nombres premiers? L'idée, c'est de dire que je prends deux nombres premiers, P et Q, je les multiplie, ça me donne un résultat N. Si je n'ai que ce résultat N, en fait, c'est très difficile de retrouver N et P. Alors, très difficile, tout est relatif. Si je vous donne le nombre 15, vous allez trouver assez facilement que c'est 3 fois 5. Typiquement, sur ma machine, ça prendrait 10 millisecondes. Si je vous donne un chiffre un petit peu plus gros, vous voyez tous? Ouais, vous êtes bon. Ça prendrait environ 9 minutes sur ma machine. Et si je prends un truc franchement gros, ça prendrait 2000 ans. Ou 30 jours si j'ai 24 000 machines. Bon, tout ça pour dire que la cryptographie, c'est aussi une histoire de puissance de calcul, c'est toujours la même chose. En fait, ça protège, ça rend plus difficile le fait de casser vos secrets, mais évidemment, si vous tombez face à des gens qui ont une puissance de calcul immense, il faut quand même avoir à l'esprit que ce n'est pas complètement incassable. Mais là, si je vous dis que vous chiffrez un message avec du RSA et qu'il me faut 2000 ans, à moi avec ma machine modeste pour le déchiffrer, vous êtes relativement tranquille. Donc c'est ça le principe de factorisation des nombres premiers. Alors, ne lisez pas forcément tous les détails ici. Ce que je voulais vous montrer, et je vous donnerai les slides si vous voulez voir un peu plus en détail, c'est que grâce à ce principe de factorisation des nombres premiers, donc on a n égale à p fois q, okay, on arrive à construire donc la fonction keygène avec RSA qui va nous donner notre clé publique et notre clé secrète, et à construire les fonctions, donc on a dit encrypt, decrypt, donc pour chiffrer, déchiffrer, sign pour signer, et la vérification, verify. En fait, ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est essentiellement des exponentiels et des modulos qui sont des choses assez faciles à programmer, mais qui peuvent être assez coûteuses quand même, quand elles sont exécutées par un ordinateur. Voilà. Et RSA, en fait, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors, dans la communauté des cryptologues, en fait, ça fonctionne beaucoup par challenge. C'est-à-dire que quand, en fait, on a des algorithmes, il y a des gens qui sont payés, c'est le but des chercheurs, généralement, pour essayer de casser ces algorithmes-là. Et donc, en fait, il y a un problème qui existe depuis que RSA a été publié, je pense, qui s'appelle le challenge RSA, où le but, c'est de casser RSA. Et ça continue tout le temps. Et les gens essaient de casser RSA. Et c'est ça, en fait, au passage, qui aussi valorise comment dire, la robustesse du protocole. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de le casser continuellement, et si on n'y arrive pas, a priori, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Tout ça pour dire que Boudou et Al, en 2020, ont quand même montré qu'il fallait, enfin, leur record, en fait, c'est-à-dire ceux qui arrivent à casser RSA le plus rapidement possible, c'était quand même ce qu'on appelle 1000 core years, donc c'est-à-dire, vous imaginez, vous avez un cœur de CPU, il vous faut 1000 ans pour casser une clé RSA de 768 bits, ce qui est un standard pour ce genre de challenge, avec un ordinateur classique. Et donc ça, en fait, ça montre que RSA, ça fonctionne bien. Ça, vraiment, c'est difficile à casser. Et c'est d'ailleurs standardisé par le NIST. Bon. Tout ça, vous vous en doutez, sinon vous ne seriez pas venu à cette conférence. Ça marche avec des ordinateurs classiques, mais il existe des ordinateurs moins classiques qui mettent en danger RSA. Et donc, la cryptographie à clé publique est donc une grosse partie de l'industrie du numérique. Ça s'appelle les ordinateurs quantiques. Alors ça, c'est une photo d'un vrai ordinateur quantique de type Transmon. Je l'ai mis juste parce que c'est beau et parce que j'en avais jamais vu avant, donc je pense que ça va être le cas de certaines personnes ici. Alors, comment ça fonctionne? Je ne vais pas pouvoir vous expliquer en 50 minutes exactement comment fonctionne un ordinateur quantique. Venez me voir après si vraiment vous avez envie de savoir, et de toute façon je vous donne des liens dans les slides si vous avez envie de creuser le sujet. Mais l'idée, en fait, c'est de dire que l'ordinateur quantique, il a comme base le qubit. Donc, vous savez à peu près tous qu'un ordinateur, ça utilise des bits. Le bit, c'est un transistor qui est ouvert ou fermé, qui donne une valeur 0 ou 1, et ça nous permet, à partir de ça, de construire toute une logique
une logique booléenne à partir de laquelle on construit plein de couches d'informatique, de middleware, de langage, de compilation, tout ça. En informatique quantique, on a le qubit, et le qubit, c'est une particule quantique, en fait, qui a des propriétés quantiques. Donc ça veut dire qu'un qubit, il va pouvoir avoir la propriété de superposition quantique. Alors essayez pas vraiment de visualiser, vraiment, parce que ça fait mal au cerveau, hein. Donc ne le faites pas, mais un qubit, il est à la fois dans l'état 1 et 0. C'est un état probabiliste. Il ne faut pas essayer de le visualiser comme quelque chose de physique. En fait, c'est une façon, un modèle mathématique de visualiser un qubit. Il est à la fois dans l'état 0 ou 1, tant qu'on ne l'observe pas. Si on l'observe, on va déterminer son état, et là, il sera dans l'état 1 ou 0. Le qubit, il a aussi une autre propriété quantique, qui est qu'il va pouvoir être intriqué, l'intrication quantique. Je vous en parle pas beaucoup, mais ça a des propriétés assez sympas dans l'informatique quantique. Ça permet, à partir d'une manipulation spéciale, entre 2 ou n qubits, en fait, de lier leur état. Et donc, ça va permettre de faire des choses assez puissantes. Il y a une autre particularité sur le qubit, et qui est super chiante si vous savez comment fonctionne l'informatique classique, c'est qu'on ne peut pas copier l'état d'un qubit. Ce n'est pas possible. Et ça, en fait, ça veut dire que tout ce qui est à la base de la gestion d'erreurs dans nos processeurs, dans nos stacks classiques d'informatique classique, en fait, on a beaucoup de mécanismes de copie qui permettent de corriger les erreurs, les fameux bits de parité, ce genre de choses. En fait, il y en a dans tous les processeurs, hein, parce que nos processeurs, je ne sais pas si vous le savez, mais sont soumis au rayonnement cosmique, à tout un tas de choses qui font qu'il y a des bits, des fois, qui peuvent ne pas être dans des bons états. Et donc, grâce au mécanisme de copie, sur des processeurs très petits, hein, comme ce qu'on a dans nos smartphones, on arrive à faire des choses très performantes. Ça, on ne peut pas le faire en informatique quantique, et c'est important à retenir pour la suite. Et pour la même raison, c'est difficile de faire un réseau quantique, parce qu'on ne peut pas copier un qubit. Typiquement, si on imaginait envoyer un qubit sur une fibre optique, en fait, on ne peut pas faire un relais pour le copier. Donc c'est un peu difficile de faire des réseaux quantiques. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Mais avant, je vais essayer de vous faire toucher un petit peu du doigt le pourquoi le qubit et l'informatique quantique, c'est super puissant. Alors, je vais faire le parallèle avec le bit classique. Avec un bit, l'informatique classique, en fait, si vous avez par exemple un octet 8 bits, donc ça représente bits de 1 à 8, vous pouvez représenter typiquement un caractère UTF-8 qui s'encode sur 8 bits. Vous pouvez représenter ce qu'on appelle une permutation. C'est-à-dire que vous allez stocker au moment de votre calcul, en fait, une variable qui va être une instance de toutes les possibilités de vos caractères ASCII. Okay. Avec un qubit, si vous avez 8 qubits, en fait, dans votre variable quantique, vous allez pouvoir stocker toutes les permutations, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles de caractères UTF-8. Et c'est encore plus puissant que ça. Si vous appliquez des portes quantiques, donc c'est l'équivalent en fait de nos portes logiques et ou, pour ceux qui connaissent en informatique, donc si vous faites des additions, alors ça n'a pas trop de sens sur des caractères, mais vous allez pouvoir faire l'addition sur l'ensemble des permutations en simultané. Ça veut dire que, en fait, quand vous faites des calculs quantiques, vous faites les calculs en parallèle sur toutes les combinaisons possibles. Alors, c'est difficile à programmer de l'informatique quantique parce que c'est des notions mathématiques en fait qui sont beaucoup plus complexes que des et des ou, et donc en fait, la programmation est difficile. Mais vous sentez que en fait, c'est très puissant. Et notamment, en fait, c'est très puissant pour résoudre des problèmes de combinatoire. Et on parle en fait de suprématie quantique, qui est la propriété des ordinateurs quantiques en fait à surperformer les ordinateurs classiques. Donc typiquement, en fait, un ordinateur quantique, grâce à ce qubit et au fait qu'on peut explorer toutes les permutations en parallèle, va pouvoir résoudre des problèmes qui classiquement prennent un temps exponentiel dans un temps polynomial. Et donc ça, en fait, c'est super fort pour résoudre des problèmes de combinatoire, et donc c'est hyper intéressant pour le domaine de la pharmaceutique, par exemple, pour calculer toutes les possibilités d'une molécule, dans le nucléaire, pour un peu les mêmes raisons, dans la météo, pour tout ce qui est système chaotique, explorer toutes les possibilités, dans l'intelligence artificielle, et aussi, par contre, pour casser RSA. C'est dommage. Et donc, on en vient au fameux algorithme de Shor. L'algorithme de Shor, en fait, c'est l'algorithme qui va permettre de casser RSA.
Je ne vais pas vous le décrire plus que ça, parce qu'il est un petit peu compliqué à comprendre. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos, je suis disponible dans la journée. Mais l'idée, en fait, c'est que vous allez avoir, c'est la représentation des qubits que vous avez tout en haut. Vous allez avoir n qubits que vous allez faire passer dans 4 portes quantiques. Donc il y a 4 instructions, si vous voulez. Donc pour vous donner des ordres d'idées, les instructions, il y en a une par exemple, c'est une transformée de Fourier. Voilà. C'est une seule instruction quantique, ça s'exécute en quelques millisecondes. Et oui, c'est vrai. Et vous pouvez faire ça en parallèle sur toutes les permutations de vos qubits. Et ça, en fait, l'algorithme de Shor, ça vous permet de factoriser un nombre premier dans un temps qui est discret. Cet algorithme de Shor, il a été publié en 1994. Et il n'est pas que théorique. Donc il permet de factoriser un nombre premier en complexité O de log n, donc ça veut dire beaucoup trop vite, hein, pour ceux qui n'ont pas envie de comprendre le O de log n. Et donc il y a eu des expérimentations, vraiment, des implémentations. En 2001, c'était il y a plus de 20 ans quand même, en fait. Alors, si on a le temps, je vous montrerai la photo à la fin, je l'ai. Donc des chercheurs chez IBM qui ont construit un ordinateur quantique et qui ont réussi à factoriser le nombre 15. Wouhou! Super. Mais en fait, c'est quand même une preuve, c'est une première étape. Ça montre qu'en fait, cet algorithme, on peut vraiment l'implémenter, il n'est pas juste théorique. En 2012, on a factorisé le nombre 21, et en 2019, on n'a pas réussi à factoriser le nombre 35. Bon, voilà. Donc, on peut se dire que c'est un peu difficile quand même à implémenter, mais ça s'implémente. Et aujourd'hui, en fait, information qui peut vous intéresser, c'est que la communauté des cryptologues, en fait, des cryptanalystes, estime que quand on saura faire des ordinateurs quantiques avec 10 000 qubits, en fait, on pourra casser toutes les clés RSA. Et donc, en fait, un petit truc qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que si on multiplie par 2 la taille de nos clés RSA, parce que c'est une question qu'on peut se poser, donc on passe de 2048 à 4096, il suffit de rajouter 1 qubit pour casser la clé plus grosse. Donc comprenez qu'en fait, une fois que l'ordinateur quantique a rattrapé la course, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Et donc, à titre d'information, fin 2022, l'ordinateur quantique capable d'exécuter l'algorithme de Shor le plus puissant, c'est le Osprey de chez IBM, et lui, il fait 433 qubits. Bon, tout ça pour nous dire, est-ce qu'il faut qu'on ait peur ou pas? C'est pas évident, hein. Encore quelques petites photos pour vous imprégner et voir à quoi ça ressemble un ordinateur quantique. Vous voyez, c'est suspendu au plafond. Je trouve ça joli, donc je partage les images. Et je vais essayer de vous expliquer un peu le principe. Mais un ordinateur quantique, donc il y a un processeur quantique, donc ça c'est les types Transmon, il y a plusieurs types d'ordinateurs quantiques. Si vous voulez retirer une information intéressante, il n'y a que les Transmon, donc à base de supraconduction, qui sont capables d'exécuter l'algorithme de Shor. Vous allez voir d'autres types d'ordinateurs quantiques qui potentiellement auront plus de qubits, mais eux, ils ne savent pas tout faire et ils ne peuvent pas exécuter l'algorithme de Shor. Donc en fait, ces ordinateurs-là, il y a un processeur quantique, donc à base de supraconducteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui fonctionne à 0,01 degré Kelvin. C'est un peu ça le problème, c'est que c'est plus froid que dans l'espace. Donc, pour faire fonctionner un ordinateur quantique, il va falloir refroidir. Et donc c'est pour ça qu'on a plusieurs étages, en fait, parce qu'on a des étages de refroidissement. Donc là, j'ai mis une courbe de température, bon, c'est en degrés Kelvin, mais vous comprenez qu'à chaque étage, en fait, on perd en degrés. Ça veut dire qu'à côté, il va falloir avoir un système de réfrigération. Donc on pourrait avoir l'intuition que ça coûte cher, mais en fait non, ça coûte beaucoup moins d'électricité qu'un ordinateur classique à exécuter. Donc il y a des gens qui parlent d'un impact écologique. Bon, vu la bestiole que c'est, je ne suis pas convaincu encore, mais bon, sachez que ça ne consomme pas tant d'électricité que ça. Et par contre, en fait, ce processeur, comme c'est hyper fragile les qubits et que surtout, en fait, on ne peut pas se permettre d'altérer leur état parce qu'on ne peut pas les copier, on ne sait pas les corriger, il va falloir protéger ce processeur. Donc, il va y avoir un bouclier anti-radiation, il va y avoir un bouclier électromagnétique pour protéger de toutes les perturbations qui peuvent arriver. Bon, tout ça pour dire que c'est assez compliqué à faire et puis ça coûte cher, quoi. Ça coûte à peu près, on va dire, 1 ou 2 millions d'euros pour avoir un ordinateur quantique aujourd'hui. Mais il y a des gens comme Volkswagen qui en achètent, je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais en tout cas c'est public, quoi. Ils en achètent. Et puis on peut faire confiance à des gens comme IBM, Google, pour faire des choses avec. Bref, est-ce qu'il faut avoir peur ? Donc, le graphe le plus pertinent que j'ai trouvé, c'est cette étude de McKinsey, qui dit en fait, un truc à prendre en considération, c'est que les données que vous chiffrez aujourd'hui,
s'ils ont de la valeur encore dans 10 ans, je sais pas moi, un acte notarié, ou le fait que vous avez gagné au loto, vous voulez pas que ça se sache, ça peut être plein de choses. Bah en fait, inquiétez-vous dès maintenant, parce que ces données-là peuvent être interceptées, tout en étant chiffrées, stockées, et puis déchiffrées plus tard, quand les gens auront des ordinateurs quantiques capables de le faire. Tout ça pour dire que, en fonction du domaine dans lequel vous vous trouvez, en fait, bah, typiquement, si votre système est long à faire évoluer, bah, vous devez vous inquiéter parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de temps pour mettre de la crypto post-quantique. Et si les données que vous chiffrez ont une valeur pendant longtemps, bah, inquiétez-vous aussi parce que ça veut dire que dès aujourd'hui, si on les intercepte, potentiellement dans 10 ans ou peut-être 20 ans, mais on ne sait pas, bah, quelqu'un pourra les déchiffrer facilement. Donc typiquement, si vous êtes dans le secteur public, les banques, les assurances, grosso modo, ce graphe dit inquiétez-vous peut-être. En revanche, si vous faites du média, des choses qui ont de la valeur, mais sur une durée assez courte, bon, vous êtes encore tranquille quelques années. Bon, je ne sais pas quel crédit on peut donner à ça, mais ça vous donne une ordre d'idée, en tout cas. Je n'ai pas trouvé mieux. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Bon. Maintenant qu'on sait qu'il y a cette problématique d'algorithme de Shor qui menace notre cryptographie avec les publics, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez un ordinateur quantique. Je ne sais pas si c'est votre cas, ce n'est pas le mien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont un. Et vous faites de la cryptographie quantique. Donc, il y a le fameux algorithme BB84 qui a été publié là-dessus, qui est connu, qui utilise des chaînes quantiques, des canaux de communication quantiques. Compliqué à mettre en œuvre et surtout à démocratiser. Ou alors, vous avez la cryptographie post-quantique qui, comme son nom ne l'indique pas, va utiliser des ordinateurs classiques, donc les nôtres, nos smartphones, nos laptops, tout ça, pour fournir des mécanismes de chiffrement ou un système de cryptographie avec les publics qui résistent à l'algorithme de Shor et aux attaques connues, je précise, aujourd'hui, des ordinateurs quantiques. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je vous disais, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Eh bien en fait, le NIST, donc l'organisme de standardisation états-unien, toujours le même, va organiser un challenge, donc ça veut dire que il propose des conférences pour les cryptologues, et donc vous avez des équipes dans le monde entier de cryptanalystes qui proposent des algorithmes de cryptographie qui sont censés résister aux attaques quantiques. Il y en a d'autres qui essayent de les casser, ça peut être de manière théorique, ça peut être de manière expérimentale. Et au bout d'un moment, quand on a des algos qui sont assez satisfaisants d'un point de vue de performance et sécurité, eh ben on les standardise. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière au mois de juillet. Donc, que ce soit inquiétant ou pas, j'ai envie de vous dire, de toute façon, le NIST a décidé pour nous. C'est un peu rassurant, je trouve. Et ça va être standardisé. Donc, on va tous y passer. Alors, les protocoles sélectionnés. Aujourd'hui, vous avez un protocole qui s'appelle Kyber, que je vais vous détailler. Je ne vais pas vous détailler la signification, on va dire ça c'est pour ceux qui veulent aller lire les papiers et qui veulent vraiment comprendre en profondeur ce que c'est. Il n'y en a qu'un seul, donc, d'algorithme de chiffrement. Le challenge est ouvert pour qu'il y en ait un second qui rejoigne. Pourquoi un second? Pour éviter de refaire l'erreur qu'on a fait avec RSA, c'est-à-dire si un jour quelqu'un arrive à le casser, qu'on puisse avoir un truc de secours sans avoir à mettre des chercheurs sur le coup pendant des années avant de standardiser un nouveau protocole. Et du coup, pour la signature numérique, il y a 3 protocoles qui sont retenus. Donc, je vous donne les noms comme ça. Il y a Dilithium, Falcon, donc qui utilisent des principes un peu différents, mais que ce soit Kyber, Dilithium ou Falcon, c'est basé sur le principe de chiffrement à base de réseau euclidien. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Donc si vous commencez à regarder des papiers de cryptographie post-quantique, vous allez entendre parler de chiffrement à base de réseau euclidien. Le protocole Sphinx+, lui, n'est pas basé là-dessus. Et c'est volontaire, en fait, c'est pour ça qu'il a été retenu par le NIST, parce qu'il utilise un mécanisme différent, et on se dit, si jamais, un jour, il y a un algo quantique ou pas, qui est capable de casser le chiffrement à base de réseau euclidien, on aura au moins Sphinx+. Donc tout ça pour dire qu'il y a des protocoles qui sont standardisés, mais le challenge est toujours ouvert. Ça va, c'est ok, c'est pas trop dur. J'ai l'impression que vous ne dormez pas, c'est cool. Vous avez suivre. Bravo. Alors, pour terminer cette conférence, je vous propose de vous expliquer le principe de chiffrement à base de réseau euclidien, donc c'est-à-dire ce qui va remplacer le principe de chiffrement à base de factorisation de nombres premiers. Ça m'a pris un peu de temps pour comprendre, j'ai réussi à faire des dessins, je suis content, j'espère que vous allez comprendre. Alors, premier truc. Réseau euclidien en anglais, ça se dit lattice. Ça m'a mis 1 mois pour comprendre ça. Donc je vous le donne, c'est cadeau.
une traduction qui n'est pas forcément évidente. Alors, un réseau euclidien, c'est quoi? C'est un nombre infini de points dans un espace de dimension n. Alors pareil, essayez pas trop de vous représenter, enfin ça dépend si vous êtes fatigué ou si vous aimez faire des projections mentales, mais c'est pas grave si vous ne représentez pas un réseau à n dimensions. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas possible physiologiquement parlant. Et donc là, en fait, pour simplifier, je vous ai pris un réseau en 2 dimensions, c'est assez pratique pour projeter sur un écran et pour faire des dessins. Mais tout ce que je vais vous expliquer se généralise en dimension n, où n est la taille typiquement des clés, donc quand on dit n, c'est 256, 512, enfin un grand nombre de dimensions. Voilà. Donc le principe, en fait, ça va être de dire que pour construire en fait les points de notre réseau euclidien, on va se baser sur des bases qui sont des vecteurs. Donc là, je vous en ai représenté 2. Et c'est 2 bases qui sont valides. Donc on a la base B1, B2, la base B1', B2'. Grâce à ces vecteurs-là, en fait, on peut... Alors, c'est pas forcément évident quand on le voit comme ça, mais bon, avec B1, B2, on comprend très vite qu'on va pouvoir définir tous les points de ce réseau. C'est aussi le cas avec B1', B2'. Hein. Et vous pouvez en avoir plein, et ça fonctionne aussi. C'est pas évident, faites-moi confiance. Donc, en fait, le problème fondamental, donc, je vous ai dit hein, tout à l'heure, la cryptographie, c'est basé sur des problèmes théoriques qui sont difficiles en termes de combinatoire à résoudre. Et le problème, en fait, ici, ça va être le closest vector problem. C'est-à-dire, tout simplement, étant donné un point P dans l'espace, dans mon espace de 2 dimensions ici, en fait, trouver le point de mon espace qui est le plus proche, c'est un problème qui est mathématiquement difficile. Et c'est prouvé, ça. C'est prouvé mathématiquement. Ici, ça paraît un peu bizarre parce que quand vous le voyez, vous dites mais c'est évident que c'est ce point-là qui est le plus proche. Bah, en fait, trouver un algorithme qui calcule ça, c'est compliqué. Je vais vous le montrer un petit peu tout à l'heure. Et surtout, imaginez que vous... Alors, imaginez pas le réseau, mais on peut comprendre que si on généralise ce truc en dimension n, ça peut devenir peut-être un peu tricky de trouver le point le plus proche. Donc c'est ça l'idée. Et il y a un autre problème, donc on peut faire une réduction en mathématiques, on appelle une réduction quand en fait on a une propriété et que grâce en fait à un certain nombre d'autres propriétés mathématiques, on peut réduire dans ce problème-là. Donc la réduction du closest vector problem, ça peut être le shortest vector problem. Donc ce que ça veut dire, et je pense que je vais vous le faire comprendre avec des images tout à l'heure, c'est que en fait, si on arrive à trouver la base élémentaire, donc ici B1, B2, c'est-à-dire la plus petite base possible dans mon réseau, c'est beaucoup plus facile en fait de trouver le point le plus proche. Et donc en fait, ce problème de closest vector problem, plutôt tout court, en fait, il va être équivalent au shortest vector problem. Si vous arrivez à trouver cette base, en fait, eh ben, vous allez réussir facilement à trouver le point le plus proche du point P. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, et ben là sur mon schéma, on se rend compte, non, moi je me rends compte parce que je sais, mais la base B1, B2, ça va être notre clé secrète. Parce que si on l'a, en fait, eh ben, on va pouvoir trouver le point P facilement. La base B1', B2', en fait, ça va être notre clé publique. Et donc ce qu'on va appeler aussi dans le jargon de mathématiques du chiffrement réseau euclidien, une mauvaise base. On a une bonne base, c'est notre clé secrète, une mauvaise base, c'est une clé publique. Ce problème-là, en fait, et cette façon de faire du chiffrement, je vais le détailler un petit peu plus, mais dans la littérature, vous allez trouver le terme de learning with error. C'est le papier, en fait, qui a donné l'idée de ces systèmes de chiffrement. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, comment on fait pour chiffrer l'information ? Là, vous avez un réseau en 2 dimensions, donc je suis parti du principe qu'on va chiffrer 2 bits. Parce que sinon, c'était trop compliqué, suffisamment compliqué à expliquer les cryptos post-quantiques pour faire des réductions. Donc là, on a 2 bits. Mais en fait, en fonction de notre base, donc rappelez-vous, on a dit notre clé publique, c'est la base B1, B2. En fait, on va tout simplement prendre les coordonnées par rapport à ce vecteur dans notre réseau. Okay, donc là, c'est le point que j'ai dessiné, qui, en fait, si on prend la base B1', B2', a les coordonnées 0 et 1. Et puis, on applique une erreur, d'où le learning with errors, pour décaler un petit peu un point dans l'espace, en fait, et ça va être notre chiffré. Ça va être notre chiffré parce que ce point P, rappelez-vous, en fait, c'est mathématiquement très difficile
de trouver le point le plus proche du réseau. Donc en fait, on va être protégé en fait, par des propriétés mathématiques et qui disent que en fait, on ne va pas pouvoir trouver les coordonnées de ce point et donc les bits 0 et 1. L'idée, en fait, je vais essayer de vous donner l'idée de comment en fait, on peut trouver ce point-là et pourquoi il y a une bonne base et une mauvaise base. En fait, l'idée, c'est de réussir à entourer tout simplement sur notre espace ce point pour après être capable de déterminer quel est le point le plus proche. Une fois qu'on a entouré, qu'on a toutes les coordonnées et qu'on est sûr que notre point est à l'intérieur, on a juste à mesurer les différences en fait et on sait quel est le point le plus près. Là, en 2D, c'est assez facile à se représenter. On fait un carré et là, si on mesure les distances des points, on va très vite trouver quel est le point le plus proche. Et ça, en fait, si vous avez une bonne base, vous pouvez avoir un algorithme en temps polynomial qui, en parcourant très bêtement en fait, le graphe, va assez rapidement réussir à entourer ce point P et donc à résoudre le problème et à trouver quel est le point du graphe le plus proche. Ça se généralise en dimension n aussi. En revanche, si vous avez une mauvaise base, là, vous voyez, on applique un peu le même algo, c'est-à-dire qu'on parcourt les abscisses, les ordonnées. Alors, ce n'est pas exactement des abscisses et des ordonnées, mais vu qu'on est en 2D, je me permets d'utiliser cette simplification. Donc, on parcourt un coup X, un coup Y. En fait, vous voyez là, on passe à côté. Et donc, ça veut dire que, potentiellement, il faudra revenir en arrière pour trouver le point P et être capable de l'entourer. Et en fait, on n'a pas d'algorithme déterministe qui nous permette de parcourir ce graphe et de trouver, en fait, le point P si on n'est pas sûr d'avoir la base élémentaire. Et en plus, quand vous avez un couple de vecteurs, rien ne vous dit que c'est la base élémentaire. D'où le fait que si vous avez cette base élémentaire dans un réseau euclidien, c'est une clé secrète. Voilà. On va appliquer le même principe pour la signature numérique. Donc, on va encoder un document. On va dire que c'est un point P dans l'espace. Ou, pardon, on va dire que c'est un point de notre réseau. On va appliquer une erreur. Le point du réseau sera la signature et le document sera tout simplement les coordonnées dans l'espace euclidien. Je ne rentre pas trop dans le détail, c'est un peu pour vous aider à visualiser si vous essayez de comprendre les algos et les papiers. Ça a une petite faiblesse, en fait, comme tous les algos de crypto, en fait, c'est que quand vous utilisez votre clé publique, très souvent, en fait, si quelqu'un observe cette utilisation, il va pouvoir déduire, en fait, votre clé privée. Donc ça, c'est vrai pour tous les algos de chiffrement, même RSA et les classiques. Mais là, visuellement, ça se voit bien. C'est-à-dire que si vous chiffrez tous ces petits points là dans cet espace-là, en fait, on va pouvoir déduire un petit peu votre clé élémentaire. Donc ça, c'est prouvé mathématiquement. Tout ça pour dire que vous fassiez de la crypto quantique ou pas quantique, pensez à la rotation de clés, c'est important. Voilà. Bon. Pour terminer, je vais essayer de vous expliquer comment Kyber utilise le principe des réseaux euclidiens pour faire du chiffrement. Donc là, on a vu le principe, avec des réseaux euclidiens, on peut fournir des primitives de chiffrement, déchiffrement, clés secrètes, clés publiques. C'est un peu long, en fait, il y a plein d'algos qui ont été proposés, qui se basaient sur ce principe-là, mais ils étaient un peu lourds et gourmands en mémoire, parce qu'en fait, les réseaux euclidiens, ça a beaucoup de données. Comment Kyber résout ça? Kyber part du principe que, en fait, on va utiliser des polynômes, et vous allez voir pourquoi. Et que les polynômes, en fait, tout simplement, on peut faire des additions dessus, au même titre qu'avec des entiers naturels. On peut aussi les multiplier, et puis même s'ils sont trop gros, on peut appliquer du modulo pour les rendre plus petits. Ça, dans la littérature, vous verrez, c'est le protocole NTRU. Je ne le fais pas en anglais. Et en fait, c'est un algo qui travaille sur ce qu'on appelle, c'est learning with error sur un anneau, c'est un groupe mathématique, cherchez pas beaucoup plus loin. Et quand on applique ce principe de polynôme, en fait, on se retrouve dans ce qu'on appelle le module learning with error. Ça, en fait, si ça vous intéresse d'aller lire les papiers, module learning with error, c'est une optimisation, et c'est celle que Kyber a pris. Alors, une fois qu'on sait ça, en fait, on va utiliser des polynômes pour représenter nos clés, notre clé publique en particulier, donc sous forme de matrice. Vous n'êtes pas obligé de lire, je vous le donnerai, on peut voir à tête reposée, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se fait, et vous allez voir après comment on projette de l'encodage dessus. Donc l'idée, c'est qu'on va manipuler des matrices de polynômes, ça va nous donner une clé publique, une clé secrète, on va rajouter notre petite erreur, le learning with error, ça va donner un paramètre t, donc ça c'est le module learning with error.
Et ça, en fait, ça va être ce qu'on va transmettre en tant que clé publique. Et on n'a pas, ouais, on n'a pas de message encore dessus, ici. Et donc l'idée, c'est que en fait, vous allez rajouter votre secret et votre erreur. En fait, elle doit avoir un petit, elle doit être petite par rapport à la taille de votre clé. Et vous allez voir pourquoi. L'idée, en fait, de Kyber, c'est de dire que votre secret et votre erreur peuvent appartenir à la même distribution. Donc, distribution, c'est-à-dire qu'ils sont tirés aléatoirement. Et en fait, je vous le dis juste parce que c'est une optimisation de dingue qui fait que Kyber a été retenu par rapport aux autres protocoles et qu'il est super performant. Comment on fait pour encoder avec Kyber? Pris l'exemple d'un caractère ASCII. Donc prenez le caractère C qui est encodé 1,00011. En fait, on projette tout simplement ces bits sur un polynôme et ça va nous donner, par exemple, pour ce caractère, le polynôme xx plus x plus 1. Ça, c'est votre message en clair. Okay, ce message en clair, en fait, on va appliquer un scaling dessus, donc on va multiplier avec un chiffre gros. Okay, on va ajouter des petites erreurs dessus. Et ça, en fait, donc ça va nous faire le learning with error, ça va être votre chiffré. Donc vous avez paramètres V et U, mais grosso modo, en fait, vous appliquez des erreurs dessus. Vous faites d'abord un scaling, vous appliquez des erreurs plus petites, et ça vous donne votre chiffré. C'est ça, en fait, représentez-vous le graphe qui va faire le petit décalage par rapport au point du graphe et qui fait que ça va être très difficile de déchiffrer. Une fois que c'est ça, en fait, vous transmettez votre chiffré. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec une formule mathématique que je ne vais pas vous décrire et que vous n'allez pas essayer de comprendre ce matin, mais assez facilement, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'avec, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'avec juste des additions et des soustractions, en fait, on arrive à retirer la clé publique, à avoir, donc à résoudre ça sur un polynôme où il y a un truc qui est très gros, c'est juste votre message clair, il y a plein de choses qui sont petites, et on a une expression, une formule mathématique qui, grosso modo, est un arrondi, qui permet de virer tout ce qui est petit, et donc de ne garder que le chiffré. Alors c'est un peu plus compliqué dans la vraie vie, c'est une vulgarisation, mais Kyber, ça fonctionne comme ça. Et donc quand on veut déchiffrer après, on fait le scale down. Donc ça, en fait, le scaling ici, j'ai pris 1337, mais c'est un paramètre du protocole. Hein, okay. On retrouve donc notre polynôme, et puis on est capable de restituer la version binaire et le caractère ASCII. Donc voilà comment on chiffre et on déchiffre avec Kyber. Bon, dernière question, c'est quoi les performances d'un protocole de chiffrement post-quantique? Eh bien, si on compare ça à RSA et aux protocoles à base de courbes elliptiques, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les protocoles à base de courbes elliptiques, leur but, c'est de fournir des choses qui sont plus performantes que RSA. Hein. En termes de mémoire, il faut un peu de mémoire quand même, c'est un peu gourmand. C'est un petit peu gourmand, 2 fois plus que RSA qui est déjà assez gourmand en mémoire. Donc tout ça pour dire que, en fait, il faut être raisonnable sur l'utilisation de cryptographie à clé publique. Et donc ça peut se résoudre par des problèmes d'architecture, je le dis parce que je le vois souvent. Dans TLS, en fait, typiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez un échange pour faire de l'authentification, okay, et après, on génère une clé symétrique qui, elle, va pouvoir vous permettre de chiffrer vos communications beaucoup plus rapide. Donc en gros, ça veut dire crypto asymétrique, on l'utilise pour générer une clé de chiffrement secrète et partagée qui a durée de valeur d'une session, durée de vie, pardon, d'une session, et après on chiffre avec du chiffrement symétrique. Voilà. Si on utilise ça, on arrive à résoudre un peu le problème de perf. Et par contre, Kyber, en termes de coût CPU, c'est vraiment génial. C'est 1000 fois plus rapide que RSA. Et même 3 fois plus rapide que les protocoles à base de courbes elliptiques. Ça, c'est cool. Ça veut dire que si on a un peu de mémoire, en fait, on ne va pas dépenser beaucoup de CPU pour chiffrer et déchiffrer avec Kyber. Ça, c'est plutôt sympa. Conclusion. Alors, il existe une réelle menace pour l'industrie du numérique via l'algorithme de Shor et la cryptographie qui n'est pas post-quantique. Bon, c'est quand même compliqué de construire des ordinateurs quantiques capables de casser RSA, donc d'exécuter l'algorithme de Shor avec un nombre suffisant de qubits. C'est compliqué parce que la gestion d'erreur est compliquée, parce qu'il faut des environnements froids et que ça coûte cher à construire. Mais ça reste une menace. Et on a une nouvelle génération de protocoles, donc les protocoles à base de réseaux euclidiens, qui eux permettent, avec nos ordinateurs classiques, de fournir un cryptosystème à clé publique qui résiste à l'algorithme de Shor.
Alors, qui résiste, ça veut dire qu'on n'a pas encore réussi à casser. Et ça, c'est vrai pour tous les algos de crypto. Et donc ça, en fait, ces algos de cryptographie post-quantique, ils sont ce qu'on appelle probablement secure en anglais, je ne sais pas le traduire, mais en gros, c'est prouvé mathématiquement qu'ils sont sécurisés grâce au problème du closest vector problem et du shortest vector problem. Ça fournit des cryptosystèmes qui sont efficaces et qui, de toute façon, vont être standardisés. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas être obligé de les coder. Très probablement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une mise à jour de OpenSSL qui va arriver. Et comme toutes vos libs sont basées là-dessus, ce sera une mise à jour pour vous et les interfaces seront les mêmes. Mais aujourd'hui, parce que vous avez eu le courage de venir, vous pourrez dire que vous avez commencé à comprendre les mécanismes qu'il y a derrière les algorithmes post-quantiques. C'est tout pour moi. Je vous donne quelques ressources. Je vous avais promis la photo 2001, les chercheurs. Vous voyez, ça avait l'air un peu le bordel pour factoriser le nombre 15, mais ils y sont arrivés. Voilà, tout un tas de ressources que je vous donnerai si vous voulez approfondir sur la cryptographie post-quantique et tout ce qui va autour. Je vous remercie, c'était Willy Malvo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et vous pouvez prendre en photo le lien pour aller chercher les slides sur mon GitHub si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je crois qu'on a 3 minutes pour des questions, si vous en avez. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir me voir après. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris, c'était très clair. Donc, super. La question que je me pose, c'est, si j'ai bien compris le principe de Kyber, c'est on veut écrire un algorithme pour les ordinateurs classiques qui va crypter de manière à ce que ce soit très très difficile pour les ordinateurs quantiques de décrypter. Oui, alors ça me fait penser à un truc ce que tu dis. Donc oui, c'est ça la réponse. Ça va être très dur pour les ordinateurs quantiques et aussi pour les ordinateurs classiques, bien entendu. Ça se tient. Le truc que j'ai pas compris, enfin je pense avoir compris, mais ça m'inquiète quand même, c'est que Kyber a été fait pour pas être décryptable facilement par l'algorithme de Shor. Ouais. J'imagine que l'algorithme de Shor, c'est juste un algorithme parmi une la question d'algorithmes possibles. Qu'est-ce qui nous garantit que Kyber, demain, il n'y a pas quelqu'un qui va trouver un algorithme quantique qui pourra le péter en 2 secondes? Ce qui te garantit, c'est qu'il y a une armée de chercheurs qui essayent de le casser et qui n'y arrivent pas. Et c'est la même chose, en fait, pour tous les algorithmes de cryptographie. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est pas évident à se représenter, et ta question, tout le monde me la pose, donc je te rassure, c'est normal. Mais en fait, un protocole de cryptographie, il est sécurisé tant que personne n'arrive à le casser. C'est bête, mais c'est ça la réalité. Et donc, en fait, les moyens qu'on se donne, c'est de payer des gens très intelligents et très spécialisés là-dedans, et de pays différents avec on va dire, un challenge positif. C'est pas des gens qui se tapent sur la gueule, encore que je les connais pas personnellement, j'imagine. Et donc, qui essayent de casser ces choses-là, en fait. Et tant qu'ils n'y arrivent pas, on considère que c'est safe. Après, un autre élément pour te rassurer, c'est que programmer rien que l'algorithme de Shor, c'est extrêmement compliqué. Et je pense qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire ces algos-là. Voilà. Mais il n'y a rien d'autre qui nous assure, en fait, qu'on ne pourra pas casser Kyber. Très clair. Si je peux me permettre une deuxième, est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres algorithmes que celui de Shor qui a pour but de casser des décryptages? En quantique, j'en connais pas, il n'y en a aucun qui est connu. Après, il y a un domaine qui s'appelle la cryptanalyse, et alors là, c'est extrêmement riche, que je t'inviterai à aller découvrir, mais ce sera le sujet d'un autre talk, je pense. Ça marche. Je te remercie. On a le temps pour une autre ou pas? Ça va. Bon. Je vais pas faire une dernière question. Très bien. Merci à tous. Et puis, oui, as-tu une question? Pardon. Oui. Désolé. Écoute. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, à travers une couche ou une lib, d'émuler un comportement quantique sur une machine classique? Alors voilà, merci Sven de répondre. Et même en fait, tu peux aller jouer IBM. Alors je ne sais plus comment s'appelle la plateforme, mais IBM met à disposition une plateforme avec un simulateur, et je crois que tu peux même réserver pour exécuter ton algorithme sur un vrai ordinateur quantique. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que tu as une version gratuite. Donc regarde sur IBM et tu pourras trouver ces choses-là. C'est pas un simulateur, vous avez accès directement aux anciennes machines de chez IBM. Ah, il y a aussi un simulateur. Il y a le simulateur, il y a les deux, ouais. vous pouvez commencer à tester, et en fait après vous passez ça sur les machines. Ouais. C'est exécutable gratuitement sur les premières
Bah, merci d'avoir complété la réponse. Dans le cloud Azure. Alors, je ne connais pas les ordi quantiques d'Azure. Voilà. On a des templates VHDL aussi qui commencent à avoir des niveaux de performance qui sont intéressants pour simuler de calculateurs quantiques. Oh, pardon. Bonjour. Je disais, on commence aussi à avoir des templates de configuration VHDL, Ouais. donc pour des chips reprogrammables en fait, qui permettent de pouvoir simuler de manière assez efficace des comportements de calculateurs quantiques. Alors on n'a pas du tout le même niveau de performance. Donc typiquement, si tu veux passer de l'algo de Shor dessus, ça va être très 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 long à utiliser, mais ce sera plus rapide qu'une émulation pure logicielle sur un PC par exemple. D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie, vous avez été courageux de venir assister à cette conférence à 9h. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez de plus amples informations. Merci à vous.